Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors aujourd'hui, je te propose de faire deux choses. Dans un premier temps, on va aller photographier une chute d'eau. Et dans un deuxième temps, je vais te montrer un outil qui, je crois, est plus intéressant, plus puissant que Photoshop quand il s'agit de faire du focus stacking. Alors ça fait un bout de temps que je t'ai pas amené avec moi sur les terres écossaises et aujourd'hui ce n'est que partie remise. Alors en effet on va parler de focus stacking. Aujourd'hui c'est pas la première fois que je te parle de focus stacking. On avait tout d'abord parlé de ce sujet il y a un bon nombre d'années afin d'augmenter la profondeur de champ dans ta scène, c'est-à-dire en fait d'avoir ta photo nette ou relativement nette du début jusqu'à la fin et dans des situations d'augmenter ton ouverture ne suffit pas. On en a ensuite parlé lors d'une capture de chute d'eau avec le R5 parce que le Canon R5 comme d'autres appareils d'ailleurs, d'autres marques permettent justement de faire ce que l'on appelle du focus bracketing qui est en fin de compte une fonction qui électroniquement va faire plusieurs prises de vue en changeant à chaque fois sa mise au point et ainsi on se retrouve avec tout plein d'images et ensuite on peut appliquer le process de focus stacking qui considère donc à empiler toutes ces expositions. Si tu n'as pas vu toutes ces vidéos dans lesquelles j'ai parlé de focus stacking, j'ai créé une playlist justement pour l'occasion et le lien il s'affiche en haut. Alors pourquoi aujourd'hui je vais te parler de focus stacking? Je vais te parler de focus stacking tout simplement parce que il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais un stage photo qui se déroulait ici en Écosse et on a été confronté à une situation où on a fait du focus stacking et une fois arrivé au studio, au moment où il a fallu que j'empile toutes ces photos, je t'avouerai que c'était pas si simple. Et donc j'ai essayé de trouver une solution et la solution bien sûr ça a été de faire avec Photoshop, de le faire manuellement ou automatiquement, mais je n'étais pas satisfait des résultats. Et donc du coup j'ai fait une recherche et je me suis dit est-ce qu'il existerait un outil qui serait spécifique au focus stacking? Alors je sais qu'il en existe pour la macro, mon ami Patrice l'utilise assez régulièrement aussi, ce qui permet en fin de compte de faire des photos d'ultra macro où en fait on gère des microns à chaque fois, entre chaque prise de vue il n'y a qu'un micron ou quelques microns qui a changé, donc on se retrouve avec des centaines de photos à empiler et ça Photoshop ne pourrait pas l'avaler et donc il utilise un outil, je me souviens plus du nom, et Patrice si tu regardes cette vidéo je t'invite à mettre cette information dans un commentaire s'il te plaît. Et donc je sais qu'il y a des logiciels comme ça, mais je ne savais pas s'il existait un logiciel qui permettait de faire l'empilage et utile pour ceux qui ne font pas de la macro. Et j'en ai trouvé un. Et donc du coup, on verra ça dans la deuxième partie de cette vidéo. Alors, on va retourner sur le lieu qui m'avait donné plein de soucis après coup. J'avais réussi à régler le problème, mais je me suis dit, je vais le refaire. Je vais refaire le travail afin de te montrer en fin de compte toute l'histoire du début jusqu'à la fin. Je pense que ça a un intérêt et puis comme tu aimes les vidéos sur le terrain, ça devrait te plaire. Alors où est-ce qu'on va aller? On va aller sur un lieu qui a une certaine signification pour moi puisque c'est un lieu où je vais régulièrement, pratiquement à tous les stages photo que j'organise en Écosse, on passe par là. C'est un lieu que j'avais photographié à plusieurs reprises, j'y retourne même personnellement tout seul régulièrement. C'est un lieu où j'avais fait une vidéo et c'est cette première vidéo en quelque sorte sur le terrain qui a lancé toute cette série de photos, de vidéos où je t'amène avec moi photographier les scènes. Je vais bien sûr parler de dollars et si tu ne te rappelles pas, si tu n'as pas vu la vidéo en question, c'était la quête de la photo parfaite. Je te mets le lien ici pour que tu puisses aller voir cette vidéo. Et donc du coup on va retourner à dollars et à dollars il y a tout plein de chutes d'eau et justement dont une qui est assez à l'ombre et le problème justement du fait qu'elle est à l'ombre fait que on veut assez de lumière pour pouvoir exposer correctement mais on ne veut pas non plus avoir une exposition trop longue et je t'expliquerai pourquoi. Et on ne peut pas non plus se permettre de monter les ISO à quelque chose comme 12800 voire au-delà pour des questions de qualité bien évidemment.
Donc tout ça, ça nous fait tout plein de compromis et de questions à se poser. Et la solution réside, selon moi, dans l'utilisation de focus bracketing et par la suite de focus stacking. Allez, c'est tout pour la petite intro. On se retrouve une fois qu'on est sur le terrain. Allez, à tout de suite. Alors voilà cette scène, j'espère que tu la trouves intéressante déjà de prime abord. Qu'est-ce que l'on a? On a bien évidemment la chute d'eau, mais ce que l'on a, qu'est-ce qui me force à revenir à chaque fois ici? C'est la mousse. On a la mousse sur la pierre, on a la roche également. On a cette branche ici, cette branche slash racine qui part et qui pointe en direction de cette chute d'eau. La chute d'eau, tu remarques, elle est vraiment dans un triangle comme ça, dans une pointe. Donc en fait, ça fait des lignes directives vers notre sujet, mais c'est vraiment la végétation qui fait tout. Ici, si j'avais un tout petit ruisseau, je l'aurais peut-être quand même prise, rien qu'à cause de la végétation. Alors, la lumière, c'est toujours assombri ici, c'est pour ça que je suis revenu à cet endroit-là. Et à chaque fois, on a le même souci. Aujourd'hui, il fait extrêmement lumineux dehors. Il n'y a pas un seul nuage, je sais, ça arrive très rarement ici en Écosse, mais il n'y a pas un seul nuage, c'est tout blanc. Tout bleu le ciel, donc forte luminosité, et pourtant ici ça reste toujours constant. Ça va influencer, cela dit, ça peut influencer l'arrière-plan où c'est un petit peu tacheté par la lumière qui perce à travers le feuillage. C'est pas un lieu où j'y viendrai par exemple en hiver où il n'y a pas de feuillage, c'est vraiment pas du tout intéressant. Alors la difficulté quand même, ça reste de composer cette photo. C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple parce que derrière moi, comme tu peux voir, on a ce rocher là avec de la mousse qui est intéressant. C'est un élément qui est intéressant. On a également des rochers sur le devant ici avec de la mousse et des feuilles vertes, jaunes qui sont intéressants. Ça fait le deuxième élément. Troisième élément, j'en faisais référence, c'est cette branche qui pointe vers la chute d'eau. Ça, c'est le troisième élément. Quatrième élément, c'est cette végétation. J'adore la fougère. La fougère qui tombe en plus, c'est absolument magnifique. Donc, ça, il y a vraiment quelque chose d'assez tropical en soi. J'ai jamais eu la chance d'aller dans des zones tropicales, mais là, ça me rappelle un peu ces zones-là que j'ai pu voir dans les documentaires et les films. Donc l'idée, c'est d'essayer de composer tout ça, et c'est vraiment pas simple. On va peut-être voir que, eh bien, est-ce qu'on peut avoir les deux rochers ensemble? Peut-être pas. En tout cas, la première chose à faire, ça va être de sortir l'appareil, de choisir son objectif. Ici, je ne vais pas prétendre prendre le 24-105 et te dire « Ah, je vais essayer de trouver quelle va être la focale ». Non, je le sais déjà que ça va être l'objectif 15-35 mm, d'autant plus que même si je suis au-delà de 24, même si je suis à 35 mm, eh bien, je vais avoir besoin d'avoir une ouverture la plus ouverte possible pour absorber toute cette luminosité que l'on n'a pas beaucoup ici. Et le 24-105, c'est un f4. Comme objectif, alors que l'autre c'est un 2.8. Donc je vais économiser un stop. Et tu vas voir qu'un stop, ça peut paraître pas beaucoup, mais un stop d'arrêt, ça va nous coûter extrêmement cher. Allez, c'est parti, je monte l'appareil, l'objectif et on va trouver cette composition. Alors, c'est évident que je ne vais pas aller me placer sur ce rocher-là, puisque je serai en travers et je ne le verrai pas. Peut-être que de ton angle, toi, tu ne vois pas effectivement tous les détails que l'on a dans ce triangle, puisqu'on se rapproche de la chute d'eau, mais aucun intérêt d'être là-bas. Être trop par ici,
Je fais attention à ne pas tomber. Être trop par ici, ben, le problème, c'est que je me retrouve à avoir cette branche qui pointe vraiment sur la chute d'eau. Et là, c'est pas du tout intéressant. Non seulement elle pointe, mais elle se trouve devant. Donc pas intéressant. Donc ça va être entre les deux. Alors, qu'est-ce que je fais? J'allume l'appareil. Au niveau de l'exposition, pour l'instant, je m'en fous. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une image que je puisse apprécier à l'arrière. Donc, là, c'est tout noir. Je vais faire quoi? Je vais monter les ISO un maximum. Voilà. Allez, je suis à 10 000 ISO, mais je m'en fous. Je suis à 10 000 ISO ici, à F13, mais ça n'a aucune importance. Je vais changer. J'étais en 16 neuvième au niveau avec les barres. Je enlève ça et on va essayer de voir de composer tout ça. Alors, la première scène, je vais prendre une scène comme ça à 15 pour que tu puisses comprendre. Hop, et je fais la mise au point sur la chute d'eau. Non, pas la faire, je vais faire à moitié. Voilà, hop, ici. Voilà, ça te donne une idée de ce que l'on a si je suis ici. Encore une fois, tu t'aperçois que 15 mm, eh bien, c'est pas la panacée comme focale. C'est une focale que j'utilise pas très souvent. Ça peut m'arriver, mais généralement, on va l'utiliser quand on veut accentuer la taille de quelque chose qui n'est pas si grand. On veut l'accentuer ou bien on veut jouer sur la distorsion que l'on peut avoir sur des rochers, etc., sur des arbres. Voilà, mais pas sur une scène de paysage ou quelque chose comme ça. Donc là, si je resserre davantage, ce que je m'aperçois, c'est que même avec la photo d'avant, toute la partie supérieure qui paraît bien plus lumineuse ne m'intéresse absolument pas. Donc j'ai envie de me concentrer vraiment sur le dessous. Alors je pourrais baisser, effectivement, tout en restant à 15. Si je reste là, je prends la pause, tu vois, j'ai baissé en pointant vers le bas. On a toute cette partie de devant qui ne nous intéresse pas. On peut y voir certaines lignes, etc., comme le blanc du rocher devant qui pointerait vers la chute d'eau. Honnêtement, moi, ça ne m'intéresse vraiment pas. Donc, j'ai envie de me resserrer davantage. Alors, pour resserrer davantage, là, eh bien, se pose la question, est-ce que j'ai envie de garder ces rochers qui sont sur le côté? Je ne suis pas certain. Donc, pourquoi? Parce que je vais avoir ce rocher ici et cette branche-là. Les deux, peut-être que j'arriverai à avoir les deux qui pointent vers la chute d'eau et trouver un équilibre. Le tout, c'est de trouver un équilibre. Voilà, on a ça qui est quand même pas si mal. Je ne suis pas certain de la partie complètement à droite. Là, il y a la crevasse qui paraît très sombre. Et le rocher qui est à droite, dans le coin, eh bien, il est quand même très très présent. Et je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure utilisation. Alors, si on venait à réduire justement ça, mais je ne veux pas non plus trop réduire, en fin de compte, la végétation à droite ni à gauche. On a cet arbre en haut. Donc c'est là que c'est vraiment pas si simple. Alors là, on est un peu plus serré. On n'a plus cette crevasse sur la droite. On a toujours l'autre fougère qui est à gauche. Je suis pas certain. C'est vraiment pas simple ici. Après, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on a besoin de le prendre à la taille humaine? À la hauteur humaine, pardon. Si on se rabaisse comme ça, le problème qu'on va avoir, c'est qu'on va donner plus d'accent sur la partie supérieure de la chute d'eau, donc ça devient plus éclairé. Je prends une photo comme ça pour te montrer. Et je ne suis pas forcément fan de cette ouverture-là, quoique, il en faut, mais pas trop. Et je compare avant-après. La branche, j'ai l'impression que la branche sur la gauche, autant à droite, j'aime beaucoup ça. L'arbre en haut, là, il y a un petit truc blanc, mais ça c'est facile à retirer en Photoshop. La branche, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu perdue. Mais en fait, elle est perdue par rapport à la roche de derrière, la branche. Mais je préfère, tu remarqueras qu'on a perdu effectivement une des branches de fougère ici, ce qui n'est pas si grave que ça parce que ça a apporté de la couleur à cet endroit-là qu'on n'a pas forcément ailleurs et ça a attiré le regard. Donc, je t'avouerai que cette scène-là, c'est pas si mal que ça. Alors, j'essaie de garder en haut.
Et alors après, je me demande, si j'étais à 4, si j'étais au carré déjà, au carré, ça passerait pas. Ça passerait pas parce qu'on aurait trop d'informations en haut. Donc carré, ça passe pas. 4 par 3, ça va me couper à droite et à gauche. Alors, est-ce qu'à droite et à gauche? Et non, parce que le problème, il n'est pas à droite et à gauche, le problème, il est en haut. C'est ça le souci. Si je suis en 16 neuvième, alors 16 neuvième, ça pourrait être intéressant, mais je ne suis pas certain qu'on ait réellement besoin d'avoir cette vision latérale des choses. Voilà. Donc, je pense que je serai sûrement, je vais revenir en 2 par 3, je pense qu'on aura quelque chose sûrement comme ça, voilà. Je pense que ça serait pas mal. Je vais voir monter un petit peu plus. Voilà. Et si j'étais comme ça? Voilà. Alors là, je vais m'excuser, je vais prendre quelques secondes quand même à regarder. Toi, tu les as sur l'écran, mais pas moi, donc il faut que je les parcours. Alors, celle que je préfère, c'est pas la dernière. Bien que c'est beaucoup plus propre en haut, hein, au centre. Mais je préfère presque l'entre-deux. Ça donne moins d'informations sur la gauche, sur la droite, mais je pense que c'est l'entre-deux. Et l'entre-deux, et là je suis à entre 20, je suis à peu près à 26 mm, je crois. Ouais, je pense que je vais là. Cette scène-là me plaît assez. Et peut-être que je couperai en fait un petit peu en bas. Et si je coupe en bas, ben c'est vrai qu'on se demande que peut-être j'avais tort. Est-ce qu'en 16 neuvième ça passe mieux? Eh bien peut-être. Peut-être. 16 neuvième, on est proche de ce que je souhaiterais avoir. Même si au départ c'est pas une scène en 16 neuvième. Alors ce que je vais faire, c'est que ça m'arrive de le faire quand je suis en 16 neuvième et quand on revoit la photo après, il nous met des barres, enfin une ligne. Je préfère avoir les barres noires pour mieux visualiser. Et donc du coup je vais passer en développement, passer du RAW au JPEG. Donc je vais sélectionner la photo, je vais activer le développement de cette photo, oui, je la sauvegarde, hop, et j'affiche la nouvelle photo. Voilà, et là ainsi j'ai les barres noires en haut et en bas, ce qui m'aide à mieux visualiser les choses. Et curieusement, 16 neuvième, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pas changer les paramètres, je vais prendre mon trépied et essayer de recomposer la même chose avec le trépied. Alors, essayer de me rappeler à quelle hauteur je me situais. À peu près ici. Donc ça correspond à ça.
Voilà, ok. Donc le trépied, je pense, est bon. Ok. Alors c'est vrai que des fois j'aimerais bien avoir un petit siège pour être un peu plus confortable et puis pouvoir mieux prendre mon temps et composer. Mais là, c'est vrai que c'est pas possible non plus. Alors, je vais essayer d'équilibrer les choses. Ok, si je regarde, j'étais peut-être... Ok, je vais la prendre la photo juste pour te montrer. Voilà, voilà ce que l'on a. Alors pareil, hein, je vais réactiver la, faire le développement. Pour voir la bande noire. Ok. Ça me plaît assez tel que c'est là. Je trouve que il y a quelque chose. Il y a quand même des doutes sur la petite crevasse sur la gauche, sur la droite, pardon. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, eh bien, on va se poser la question de la fameuse exposition. Là, quand j'avais pris l'appareil, j'étais à ISO 10 000, je suis à f13 et à 1/25e de seconde. Alors si on regarde la photo telle qu'elle est, certains vont me dire, ah bah ouais, attends, elle est très bien. Oui, elle était très bien, seulement on est en train de capturer de l'eau en mouvement. Et j'ai de la chance encore là, sur celle-ci, on est à 1/25e de seconde, j'arrive encore à voir un petit peu de mouvement dans l'eau ici. Là où ça me gêne quand même, ça va être au niveau du débit de la chute d'eau elle-même. J'ai quelques petites règles comme ça, qui n'engagent que moi, mais certes, elles sont quand même basées sur un bon nombre d'années d'expérience à photographier les chutes d'eau. 1. Je n'ai pas forcément une vitesse appropriée. Je ne peux pas arriver sur une scène et me dire, tiens, je sais exactement quelle va être la vitesse. Non, ça ne se passe jamais comme ça. Je vais prendre des prises et je vais tester, accélérer, ralentir et voir celle qui me donne le meilleur sentiment. Si je veux une exposition longue, je sais que de toute façon, en ce qui concerne principalement les chutes d'eau, les rivières, je veux toujours avoir du mouvement dans l'eau. Je veux avoir ce que j'appelle moi les cheveux de l'eau. Ça ne m'intéresse pas d'avoir un flux monobloc. Les rivières, c'est le pire, ça ressemble à du plastique fondu, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc j'aime bien avoir de la texture. Ici, on pourrait argumenter qu'on a un petit peu de texture, on voit les traits dans l'eau. Donc ça serait la première règle. La deuxième règle, ça serait que je recherche de l'énergie, mais je recherche un contraste. Un contraste, pas uniquement luminosité. De toute façon, on va forcément l'avoir entre la chute d'eau et ce qu'il y a autour. Généralement, l'eau va être forcément plus lumineuse s'il y a du débit. Mais la question est là, est-ce qu'il y a du débit? S'il y a beaucoup de débit, à ce moment-là, je vais avoir tendance à accélérer mon exposition afin justement de figer davantage, de montrer la puissance de ce débit. Si inversement, il n'y a pas assez de débit, que ça coule juste tout petit peu, à ce moment-là, je vais avoir tendance à faire de longues expositions parce qu'en faisant de longues expositions, ce débit va s'amplifier en quelque sorte. Parce que c'est normal à chaque fois que de l'eau va couler, ça va nous faire différents traits à différents endroits, parce que ce n'est pas statique. Et donc à ce moment-là, on va avoir l'impression que la chute est plus importante, ou du moins le débit est plus important que ce qu'il était en réalité. Donc ça, c'est ma deuxième petite règle. La troisième règle, je te parlais de contraste. Je cherche un contraste entre, pas d'un point de vue luminosité, mais un point de vue de texture. Si j'ai les rochers qui sont de part et d'autre de cette chute d'eau, ont tendance à être assez rugueux,
eh bien, je n'ai pas forcément envie d'avoir la chute d'eau qui soit extrêmement rugueuse elle aussi. C'est-à-dire, je ne vais pas forcément rechercher une haute vitesse pour figer tout ça. Pourquoi? Parce que je vais avoir un manque de contraste entre le débit de l'eau qui va être figé, donc avec plein d'aspérité, et l'aspérité des rochers. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc je vais avoir tendance plus à ralentir les choses. Inversement, si comme ici, j'ai des rochers avec de la mousse, il y a de la texture, mais ce n'est pas énorme cette texture-là, à ce moment-là, eh bien, on pourrait jouer avec non pas une exposition longue, mais une exposition plus rapide, afin d'apporter un petit peu plus de rigueur, de texture dans l'eau. Voilà, je recherche ce contraste-là. Alors, la problématique, c'est que effectivement, tout ça, ce sont des petites règles, mais tu vas remarquer très rapidement qu'elles vont se contredire les unes avec les autres dès qu'on a affaire à notre exposition. Là, j'ai vraiment pas beaucoup de luminosité. Je ne veux pas, ici en l'occurrence, avoir une exposition longue. Ce que je viens d'avoir ici à 1/25e, pour moi, c'est trop long. Donc, j'ai envie d'accélérer les choses. Par contre, eh bien, tu aperçois qu'on était déjà à 10 000 ISO. Oui, mais 10 000 ISO, mais j'étais à f13. Je n'avais pas choisi f13, hein, c'était une photo que j'avais prise précédemment ailleurs, où j'étais sur f13. Donc là, ce que je vais faire, je vais ouvrir mon exposition, ouvrir mon diaphragme au maximum afin d'absorber de la lumière et voir à quel point je vais pouvoir économiser en ISO. Et grâce à ça, eh bien, je vais pouvoir augmenter ma vitesse. Alors, allez, on y va. Ici, ce que je vais faire, au lieu de f13, je vais descendre directement à f2.8. Et là, je viendrai changer les ISO, c'est pas la bonne molette. Là, je descends. Allez, 2.8. Bien sûr, si je prends une photo comme ça, je la prends ici, là, tu la vois beaucoup trop claire. C'est évident. Maintenant, avant de changer mes ISO, je vais changer ma vitesse. Alors, c'est là où on va se rendre compte à quel point les ISO, ou du moins le manque de luminosité, va être important. Je suis à 1/25e. 1/50e, je ne pense pas que ça le fasse. Je pense qu'il faut aller jusqu'à au moins 1/200e. Je vais reprendre la photo ici. On va regarder ce que ça donne à 1/200e. Et si on compare le 1/200e par rapport à ce qu'on avait, maintenant tu t'aperçois que dans l'eau, on a un petit peu plus de texture. Mais ça reste quand même très très lumineux ici. Et c'est là où ça peut poser souci également. C'est vraiment pas simple la photo. Il y a la composition, mais après il y a l'exposition. Et là, l'appareil, il ne peut pas savoir ce que tu veux faire. D'un point de vue luminosité tout autour, ça me plaît assez. Par contre, au niveau de la chute d'eau elle-même, elle est beaucoup trop lumineuse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pourrais baisser les ISO. Donc, on va baisser les ISO. Je suis maintenant à ISO 6400. 6400, ça paraît élevé. C'est vrai que ça l'est élevé pour du paysage. Mais on va voir si déjà là, ça nous fait quelque chose de bien au niveau de l'eau. Alors, c'est pas mal au niveau de l'eau, mais on remarquera quand même que je ne pense pas que j'ai dû cramer là-dedans. Je regarde l'histogramme, ça touche un petit peu, mais comme c'est en RAW, au développement, on va pouvoir le récupérer. Mais ça me paraît un petit peu trop lumineux quand même sur la base de la chute d'eau. Voilà, sur la base de la chute d'eau. L'avantage que ça a quand même, c'est que ça débouche les ombres de part et d'autre, ce qui est quand même une bonne chose, même si après coup, on aura envie de l'assombrir. Dans la majorité des cas, quand je fais des photos, c'est vrai que j'expose pour les ombres et pas pour la lumière, puisque j'utilise des filtres. Ici, je n'ai pas utilisé de filtre, et si j'en utilise un, ça sera le polarisant. Mais ça, je sais aussi que ça va me coûter en lumière, ça va me coûter 2 stops. Donc, je ne suis pas sûr que j'ai envie de l'avoir, le polarisant quand même. Donc là, je vais décider d'accélérer. Je vais rester à 6400, je vais faire le compromis de rester à 6400 parce que je sais que j'ai le R5 et je peux le faire. Et je vais augmenter ma vitesse. J'étais à 1 160e, je vais passer à 1 320e, c'est-à-dire un stop de plus sombre. Je prends la photo et je regarde maintenant ce que ça donne. Et là, tu t'aperçois que dans l'eau, eh bien, c'est quand même assez intéressant. On a perdu énormément de lumière, on a perdu un stop de lumière, c'est-à-dire le double du volume de lumière, on l'a perdu, c'est évident. Et je ne peux pas changer mon ouverture, je suis déjà à 2.8. Donc, ce que je risque de faire, et ça va rendre les choses peut-être un poil plus complexes
pour toi pour comprendre le focus stacking, mais après tout, on a déjà couvert le focus stacking, donc c'est pas si grave que ça d'augmenter la difficulté si tu veux. Je vais non seulement faire du focus bracketing, c'est-à-dire faire plusieurs expositions où la mise au point va être faite automatiquement pour moi du plus près jusqu'au plus loin. Ça déjà une première fois. Et ensuite, je vais faire une autre focus bracketing avec une exposition plus importante. Et là, l'eau ne va pas m'intéresser. Ça va être uniquement la luminosité à droite et à gauche. Et pourquoi je vais faire ça? Parce que après, je vais en fait faire je vais faire une fusion des deux photos finales. Donc, tu te rends compte, on va avoir focus stacking pour une photo, où là, ça va être la netteté du début jusqu'à la fin qui va nous aller, avec une bonne eau au final. Et ensuite, je vais faire un autre focus stacking où en fait l'eau, elle ne sera pas comme celle que je voudrais, mais au moins la luminosité va l'être. Et ainsi, après, je fais la fusion des deux où je garderai que la chute d'eau et le reste pour éclairer le reste de la scène. Allez, c'est parti. C'est un petit peu complexe, mais j'espère que tu arrives à suivre. Alors, là, ce que je vais faire, on va commencer par la plus sombre. À 1/320e de seconde, je vérifie est-ce que j'aurai intérêt à aller au-delà. Rien que pour le plaisir. Je vais monter à 1/640e et je vais augmenter les ISO d'un arrêt. Voilà, ça fait 12 800. Je refais la prise. Pourquoi je fais ça? Je veux voir si d'être monté en vitesse, est-ce que ça va influencer beaucoup l'eau ou est-ce que ça va être négligeable? Ben, je t'avouerai que j'aime beaucoup l'effet sur l'eau des 640. Après, c'est vrai qu'on se retrouve à 12 800. Soyons fous, faisons-le. Allez, c'est parti. Comment on va faire? On reste tel que je suis, à 12 800, à f2.8 et à 1/640e de seconde. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire ma mise au point la plus proche possible. Alors, pour ça, j'ai retiré les 16 neuvièmes. Pourquoi? Parce que quand tu as le 16 neuvième, le curseur, le collimateur, tu ne peux pas l'avoir tout à fait en bas de l'écran. Donc là, je viens le faire tout à fait en bas de l'écran et je vais faire la mise au point sur le rocher. Le rocher, il m'intéresse. Le rocher, il m'intéresse et les feuilles qu'on a sur le côté m'intéressent aussi. Ce que je vais faire, je vais aller prendre des feuilles et je vais en rajouter sur le rocher. Voilà. Plutôt que de faire du clonage sur Photoshop, eh bien non, j'en rajoute ici et ça fera les choses de façon assez naturelle. Voilà. Je pense que ça devrait aller. Ça devrait être assez intéressant. Donc je vais aller voir ce que ça donne. Ah ouais, ça remplit quand même les choses, hein. Ça remplit quand même les choses. Alors ce que je m'aperçois, c'est que je n'ai plus de batterie. Et oui, j'aurais dû le faire avant. Ça. Je vais refaire la mise au point juste comme ça. Je vais activer aussi la télécommande. Je m'assure que la télécommande, je ne suis pas sur le retardateur. Hop, la petite sangle. Voilà. Et si je prends ça, et si je compare cette photo avec celle qu'on avait avant, tu t'aperçois que les quelques feuilles que l'on a sont assez intéressantes, je trouve. Après, je verrai. Une fois l'ordinateur s'y aménère, je les retirerai. C'est un peu le paradoxe. Donc, maintenant que j'ai ça, je vais faire une photo de marquage, comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais aller dans les menus. Hein, on l'a déjà fait dans le passé. Si tu ne te rappelles pas, si tu ne sais pas comment faire sur le R5, je te ramène à la vidéo où je t'ai montré comment ça fonctionne. Focus bracketing, je vais activer. Le problème, c'est que maintenant, je m'aperçois qu'il y a une lumière très violente au-dessus de la chute d'eau. Et ça, c'est pas terrible du tout. On ne l'avait pas tout à l'heure. J'ai l'impression, je suis en train de vérifier. Ouais, on ne l'avait pas. Donc, ça va pas être l'idéal. Voilà. Ça veut dire qu'après coup, en post-traitement, je vais être obligé de le retirer. Donc, je refais la mise au point tout à fait en bas, ici. Là, j'applique le focus bracketing. Hop. Et je reprends, j'ai oublié, je reprends ma première photo témoin, voilà.
Je refais la mise au point sur le devant. À chaque fois, il faut le faire. Voilà. Donc, là, j'ai toutes mes scènes. Combien il m'en a fait? Généralement, la première et la dernière ne me sert à rien. Donc, je regarde là. Il m'en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En fait, 9. Il m'en a fait 9. Et si je regarde la première, je t'avoue que la première, j'ai pas l'impression qu'elle me fasse grand chose. Ça sera sûrement la deuxième. Et quant à la dernière, alors c'est surtout l'eau. On sait que cette scène-là, c'est surtout pour l'eau. Donc je regarde. J'ai une eau qui est vraiment pas mal du tout. Hein. Je te l'affiche là, c'est magnifique. Donc là, cette scène-là, elle est bonne. Ce que je vais faire maintenant, je reprends une témoin. Et ce qui m'intéresse, ça va être d'éclairer tout ça. Alors pour éclairer tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va baisser la vitesse. Donc, je peux revenir à 1 centième de seconde. Les feuilles bougent un petit peu. J'espère que ça ne va pas être trop un souci. Là, je vais baisser mes ISO tant qu'à faire. Donc, je suis à 4000 ISO. Hein, c'est quand même pas rien. Je vais peut-être descendre un peu encore. 80e, 60e. Voilà. Je pense que 60e, 80e. Allez, 80e. Hop. Je fais la mise au point. J'ai pas besoin, j'ai déjà fait la plaque. Et c'est parti. Donc voilà, j'ai cette scène-là. Alors là, tu te dis peut-être, mais Tom, comment ça se fait que tu n'as pas utilisé de polarisant? J'ai pas utilisé de polarisant, c'est vrai, parce que, bon, ça ne me gênait pas tant que ça, en fin de compte, le reflet que l'on a dans l'eau, ça peut être intéressant, mais tant qu'on est là, eh ben, on va le mettre et on va voir ce que ça va faire. Tout ce qu'on peut s'attendre déjà, c'est à perdre jusqu'à 2 arrêts de lumière. Et ça, on n'en a pas beaucoup de lumière, comme tu as pu le comprendre. Alors on va le mettre et puis on va voir ce que ça va faire. Alors, wow, si on regarde, alors l'avantage que ça, c'est qu'effectivement en faisant ça, on n'a plus le reflet trop devant, on voit peut-être un petit peu mieux sous l'eau, mais ça reste quand même très très sombre. Pourquoi? Parce que ce polarisant me rajoute jusqu'à 2 arrêts de lumière en moins. Donc là, si je viens prendre la photo, ça va être sombre. Ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver le focus bracketing pour que tu t'en rendes compte. Je vais faire juste la mise au point ici à 2.8, le reste ça sera flou, mais au moins tu pourras comprendre. Voilà ce que l'on a. Donc c'est pas si mal que ça. Donc là, ce que je vais faire par contre, la photo elle te paraît peut-être très bien comme ça, seulement elle est quand même très très sombre sur les côtés. Et je suis pas sûr que ce soit forcément très intéressant vu les ISO qu'on a. Donc je préfère augmenter et ensuite assombrir par la suite. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On est à 80 secondes, 1/80e de seconde. Je vais pas changer les ISO à 4000. Je vais rester à 4000, je vais rester à 2.8, mais on va ralentir les choses. Donc, on pourrait être à 1/40e de seconde. On a vu tout à l'heure que quand on a composé, on était à 1/25e. J'avais réussi à avoir quand même de la texture dans l'eau. Donc là, ça devrait le faire. Si je descendais encore, je pense que c'est un poil trop lumineux. Ça serait un poil trop lumineux. Donc, peut-être 1/30e. 1/30e, c'est peut-être pas si mal que ça. Voilà. Et ça me garantit d'avoir les détails là où je veux. Donc, je refais une prise devant. Voilà. Je vais activer juste pour que tu saches d'ailleurs. Voilà ce que ça donne. Hein, au niveau luminosité, donc c'est un peu plus lumineux. Je pense que j'ai assez de détails sous la branche et dans les crevasses ici. Maintenant, je vais activer le focus bracketing. Voilà, je reste avec les mêmes paramètres. Je fais la mise au point ici et c'est parti. Voilà. Donc si je regarde, c'est pas si mal du tout, c'est pas mal du tout. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là. Petit récap. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'on a fait beaucoup de choses en fin de compte. Et j'espère que je ne t'ai pas perdu en route. On a trouvé notre composition. Ensuite, on a essayé de réfléchir à ce que l'on souhaitait avoir, c'est-à-dire une exposition, une photo dans laquelle l'eau ne serait pas trop longue, une exposition pas longue,
pour qu'on ait tous les détails et ça sorte un contraste entre les rochers de part et d'autre et cette eau-là. C'était le pire des scénarios que l'on pouvait avoir puisqu'on n'a pas beaucoup de lumière. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du focus bracketing, c'est-à-dire tout plein d'expositions en changeant notre mise au point. Tout ça, ça a été fait par l'appareil. La première fois qu'on l'a fait, ça a été vraiment pour figer cette eau là-bas. On pourrait se poser la question, mais Tom, pourquoi tu as fait ça plutôt que de faire simplement une seule photo avec à 2.8 de là-bas? C'est pour m'assurer que j'ai toute la bonne plage, voilà, de net. Et après tout, si je peux le faire de là jusque là-bas, j'ai autant de faire la totale. Ça m'évite d'avoir à recomposer, etc. Donc ça, c'est la première pour avoir figé l'eau. La deuxième exposition, ça a été pour avoir, en fin de compte, assez de luminosité, surtout dans les parties sombres, au cas où. Peut-être que j'en aurais pas besoin. Et ensuite, la troisième, c'était tout en restant lumineux, mais c'était pour utiliser le polarisant pour essayer de retirer la puissance de ces reflets que l'on pouvait avoir aussi bien dans l'eau que sur le rocher. Voilà les trois focus bracketing que l'on a fait. Maintenant, on va aller au studio, on va voir de quoi il s'agit. On va faire justement, je vais te parler de cette application, cette solution que je trouve très intéressante et plus puissante que Photoshop pour faire justement cette partie de l'empilement, le fameux stacking, du focus stacking. Et ensuite, on va voir ce que ça donne sur cette image. Pour toi, c'est immédiat. Pour moi, c'est dans quelques heures. Allez, ciao! Alors nous voilà au studio, on va pouvoir voir ensemble les photos qu'on a prises dans la première partie et puis voir cette solution autre que Photoshop qui nous permet justement d'empiler toutes ces expositions de façon quand même un peu mieux, je trouve, que Photoshop et on peut même dire plus rapide que Photoshop. Alors, je t'avouerai que j'aimerais bien te montrer cette solution en utilisant les photos qu'on a prises dans la première partie, mais afin de mieux comprendre l'intérêt de cette solution, je ne vais pas utiliser ces photos-là. Je t'explique pourquoi. Parce qu'il s'avérait qu'il n'y avait absolument pas de brise, pas de vent en fin de compte, ou très peu lors de la première partie quand on a enregistré. Et donc du coup, Photoshop a l'air de faire un résultat qui est quand même relativement bien. Pas parfait, mais relativement bien. Et afin de te montrer vraiment la différence qu'il y a entre Photoshop et l'autre solution, je te propose d'utiliser les photos que j'ai capturées lors de mon stage il y a quelques semaines justement où j'ai rencontré le gros problème dont je te parlais en première partie. Cela dit, une fois qu'on aura vu les solutions, on reviendra voir les photos qu'on a prises aujourd'hui dans cette vidéo et on va voir ce que j'ai pu en faire. Alors, pour ça, regardons donc non pas les photos qu'on a prises aujourd'hui, que l'on voit ici dans Lightroom, mais les photos que j'ai prises pendant le stage. Les voici. Donc, il y a toutes ces photos-là. Et tu t'aperçois que c'est le même endroit, pas cadré forcément de la même façon, hein. Si on clique sur une, tu vois que c'est pas cadré de la même façon, mais c'est la même scène, voilà. Et ce jour-là, c'est vrai qu'il y avait un petit peu de vent. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que pendant combien il y a au total ici? Il y a 9 photos. Eh bien, ces 9 photos ont été prises de la même façon qu'aujourd'hui, c'est-à-dire en mode automatique avec le focus bracketing dans le R5, qui est quand même relativement rapide. Les expositions ici, c'est 1/320e de seconde, donc je ne sais pas aller jusqu'à 1/640e, 1/320e, donc relativement rapide. Et pourtant, eh bien, au travers de ces... Alors, je pourrais le montrer comme ça, hein, peut-être, si je fais ça. Au travers de ces prises-là, eh bien, tu peux voir d'ailleurs, hein, la branche, si tu regardes la branche ici, là, tu t'aperçois que cette branche-là, eh bien, elle a bougé pendant toutes ces expositions. Et pas uniquement cette branche-là, on a la fougère ici à droite et à gauche qui a bougé. Et c'est vraiment là où Photoshop va avoir un gros problème. Alors, regardons ça, justement. On va sélectionner... alors, j'ai peut-être pas besoin de toutes ces photos. On va regarder. On arrive là. Ici... Si, justement, on va avoir besoin de ces 9 fichiers-là. Donc, on va prendre ces 9 fichiers. Et comme on l'avait vu dans les vidéos précédentes, et si tu as besoin d'un rappel, je te rappelle, le lien, il s'affiche ici, vers la playlist où on voit tout ça. Eh bien, on fait un clic droit, on va faire modifier dans Photoshop, on va descendre et on va ouvrir en tant que calque dans Photoshop. On pourrait faire objet dynamique, mais pour nos besoins, là, on n'en a pas besoin, on va faire en tant que calque dans Photoshop. Là, ça va nous ouvrir donc Photoshop. Ça va prendre ces 9 fichiers, il va nous les ouvrir et une fois qu'il les a ouverts, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà aligner tous ces calques-là et ensuite on va faire une fusion automatique de tous ces calques. Alors le résultat est plutôt pas mal. Ce qui est intéressant, c'est effectivement quand on commence à zoomer dans l'image, tu vas voir que ça commence à poser des soucis. Déjà, rien que là, tu t'aperçois que à cet endroit-là,
eh ben, selon lui, il n'y a pas d'information nette ici. C'est assez curieux. Alors, on pourrait essayer de voir d'où est-ce qu'il l'a prise. D'ailleurs, si on regarde le calque le plus loin, je pense que c'est celui-là, hein, quand on regarde, c'est le calque le plus loin, il ne l'a pas pris ici. Où est-ce qu'il l'a pris? Ben, en fait, il l'a pris ici. Tu vois, il est là, l'information. Or, si je cache tous les autres calques et qu'on se focalise uniquement sur ce calque-là, eh ben, tu vois que... je vérifie, hein. Ouais, il l'a rendu transparent ici, et il a considéré que c'était le dernier, que normalement il devrait le prendre en dessous. Or, il l'aurait pas dû, il aurait dû le prendre d'ici, tu vois. Et donc normalement, qu'est-ce qu'on est amené à faire? Eh bien, on vient ici dans le calque, on va utiliser la brosse. En l'occurrence, ici, on va prendre en blanc, et puis on va peindre dessus pour récupérer, et tu t'aperçois que maintenant, eh bien, au moins, on est net. Et il faudrait le faire sûrement sur toute l'eau ici, parce que je pense qu'elle est sur le même niveau. Voilà. Donc il faudrait faire ce travail-là. Des fois, alors ça prend du temps, des fois c'est simple, et des fois ça ne l'est pas. Alors, si je montre déjà tous les calques, donc le calcul de Photoshop, tu t'aperçois ici encore que c'est flou, et si on monte un peu, bah, tu t'aperçois que là, ça pose souci. Là, il a un gros problème, mais ce que je te propose de faire, plutôt que de naviguer comme ça, on va aplatir tout ça. Donc, là, je pourrais faire un clic droit, je fais... je vais pas faire aplatir l'image, je prends hop tout ça, aplatir l'image, voilà, hop, ça. Je vais ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va sauvegarder. Voilà. On va sauvegarder et je vais retourner dans Lightroom. Maintenant que je suis dans Lightroom, on le voit, hein, il est ici. Ce que je te propose de faire, c'est qu'on va le marquer avec Photoshop, c'est du bleu généralement, donc on va le marquer en bleu, voilà, ici. Et on va faire la même chose, cette fois-ci, avec l'autre solution. Donc je sélectionne tout et ensuite je clique là-dessus pour ne pas sélectionner ce TIFF. Alors, le programme en question, il s'appelle Helicon Focus. Alors, on fait un clic droit, et pour l'appeler, eh bien, l'application, elle, peut tourner toute seule, mais on peut l'appeler directement depuis Lightroom. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exporter, et tu vas t'apercevoir que dans l'export, on a maintenant deux options. Helicon Focus DNG ou Helicon TIFF. Et c'est ça, le gros avantage que l'on a avec cette application, en plus du reste. C'est que quand on est dans Photoshop, tu as vu qu'on est sorti, on s'est retrouvé avec un TIFF quand on a sauvegardé. Or là, il va nous proposer de faire un DNG à partir de tous ces fichiers RAW, qui sont des DNG ici, mais si tu avais des CR2, CR3, NEF, etc., il aurait fait la même chose. Donc, si tu y penses, l'avantage entre obtenir un DNG à la fin et obtenir un TIFF, c'est que dans le DNG, tu vas avoir toute l'information de lumière, des couleurs, etc. Chose que tu n'as pas dans le TIFF. C'est pas la même chose d'avoir un TIFF, même si ce TIFF, à l'intérieur, a des objets dynamiques avec du RAW, etc. Ça reste quand même un TIFF. Ça veut dire que tu n'as pas toute cette information. Tu en as plus que si c'était du JPEG, certes, mais tu n'as pas toute la latitude que on connaît bien à partir du RAW. Voilà. Donc ça, c'est un avantage. Donc on va cliquer là-dessus, on va faire ça. Ça va lancer l'application. Et voici donc l'interface. Une interface quand même relativement simple. Là, il est en train d'analyser en fin de compte chacun de ces fichiers RAW. Je te rappelle, il y en a 9, donc ça fait quand même pas mal à analyser. On a Photoshop qui tourne également. À l'intérieur de Photoshop, il y a deux fichiers. Il y a non seulement celui qu'on vient de générer, mais il y a l'autre, celui des photos d'aujourd'hui, de la première partie. Tu remarqueras déjà qu'il y a une différence entre l'image que l'on voit là et l'image quand on est, par exemple, ici dans Lightroom. Hein, si je prends la troisième pour avoir... C'est laquelle qu'il a sélectionné? Il a sélectionné la première, il a sélectionné ici normalement, il a sélectionné la dernière. Donc si je vais sur la dernière par exemple, voilà. Tu t'aperçois que d'un point de vue image, eh ben, c'est pas tout à fait le même rendu. C'est pas très différent, mais c'est un petit peu. Pourquoi? Parce que chaque logiciel qui interprète le RAW va avoir sa propre interprétation. Voilà. Donc c'est pour ça que Helicon apparaît différemment. Si tu as déjà développé, on aurait pu déjà commencer à développer d'un point de vue couleur, luminosité, etc. Tous les autres paramètres à l'intérieur de Lightroom, on aurait pu le faire. L'image qui sera apparue ici resterait celle-ci. Non pas celle de Lightroom, mais celle-ci. L'interprétation RAW faite par Helicon. Seulement, une fois que l'on va faire le rendu, à ce moment-là, on va récupérer en fin de compte les paramètres que l'on a fait, le développement qu'on avait fait sur un des fichiers, on va le retrouver sur le fichier sortant. Donc il y a un avantage là-dessus aussi. Alors comment ça fonctionne cette interface? Je te dis, elle est relativement simple, on est dans la page de l'espace de rendu ici.
Tu remarqueras d'ailleurs en haut, voilà le nom du produit, donc Elincon Focus, la version 8.2.4, et tu regardes à côté que c'est marqué que c'est enregistré en tant que la version Pro, et il y a 348 jours restants. Alors, je te le dis de but en blanc déjà que c'est une solution qui est payante. Tu peux télécharger gratuitement la version et la tester. Ce que tu vas avoir, c'est que tu ne vas pas avoir une grande résolution du fichier au sorti, mais ça te montre comment ça fonctionne. C'est payant et tu peux soit l'acheter à l'année, ce que je viens de faire, ou soit tu peux l'acheter en définitif, à vie. Pour l'instant, j'ai pas fait à vie pour m'amuser avec et voir si vraiment je vais l'utiliser beaucoup. Si je m'aperçois dans les mois qui viennent que je vais l'utiliser beaucoup, à ce moment-là, je vais transférer ma licence en à vie et à ce moment-là, je vais simplement payer la différence par rapport à ce que j'ai déjà payé. Donc, dans cette fenêtre de rendu, qu'est-ce que l'on a? Eh bien là, pour l'instant, on a tous nos fichiers sources. Tu remarques que celui qui est sélectionné en haut, eh bien, c'est la dernière exposition. Comment on le sait? Ne serait-ce que devant ici, c'est flou. Au fond, c'est net. Et tu t'aperçois que le nom du fichier, le 2218, alors que tout à fait en bas, c'est le 2210. Voilà. Et quand on clique sur chacun des fichiers, eh bien, il va nous faire une interprétation de ce fichier RAW et il va nous l'afficher ici. Donc, ça peut prendre un petit peu de temps pour nous afficher cette image. Je continue la fenêtre. Quand on descend en bas, ensuite on va avoir les méthodes de rendu. Alors les méthodes de rendu ici, ça a à voir avec justement l'empilement. Et là on a 3 méthodes, A, B et C, qui vont utiliser certaines logiques, certains algorithmes, etc. Mes tests m'ont montré que la méthode B, ça me donnait quand même le meilleur résultat. Si tu veux en savoir plus, eh bien, il suffit de cliquer sur Info ici, et là, ça va t'envoyer vers le site d'Elincon et il t'explique un peu mieux les différences. Ensuite, on a 2 paramètres qui va être en fait le rayon que l'on va utiliser pour définir la partie qui est censée être nette. Et ensuite, smoothing, c'est en fin de compte l'adoucissement, la transition entre chacune des parties qui va être gardée dans chacune des photos. Un petit peu comme les parties blanches et noires que tu as dans les masques de fusion dans Lightroom, le même principe, dans Photoshop. Ensuite, tu remarqueras qu'on a 3 boutons. Un reset, c'est facile à comprendre. Ensuite, on a ce bouton de rendu, le vert, qui va nous faire un rendu en fonction des paramètres qu'on a choisis là. Ou bien, on peut choisir également ce bouton-là qui est une aperçu. Alors, quand on clique sur l'aperçu, ça permet en fin de compte, au lieu d'exécuter un rendu à chaque fois en changeant les paramètres, eh bien là, on va être capable de changer les paramètres en bougeant directement les curseurs et ça va changer la vue automatiquement, on va le voir en instantané. La problématique que j'ai dans cette vue-là, c'est que quand tu as la branche qui est relativement loin ici ou certains détails, eh bien tu aimerais zoomer dedans. Or, on ne peut pas et j'ai déjà choisi l'aperçu le plus large qui est déjà à 3238 par 2160, qui s'avérait être une très bonne résolution, seulement j'aimerais bien pouvoir rentrer dedans. Ça, il ne te le permet pas. Si je vais fermer ici et on va revenir là. Ce que je vais faire, je vais cliquer sur rendu ici. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déjà cliquer ici et zoomer dans l'image. C'est relativement lent, surtout que je suis en train d'enregistrer l'écran, je suis en train de faire plein de choses. Donc au niveau des ressources, ça va prendre quand même. Donc on peut cliquer sur un bouton ici, on va passer déjà à 1 sur 1 et on va pouvoir voir le résultat. Tu vois, quand je dis que ça prend un peu de temps, ça prend un peu de temps de faire le rendu. Alors, ici, je peux déjà cliquer, on va cliquer en haut, là. Tu t'aperçois qu'à ce niveau-là, eh bien, c'est déjà pas mal ce qu'il a fait. Je te propose de zoomer un peu plus. Allez, on va zoomer davantage, on va passer à 150. Et tu vas pouvoir voir que déjà, par rapport à ce qu'il nous avait proposé dans Photoshop, eh ben, c'est quand même mieux. Alors, il y a une fonctionnalité que l'on a dans ce logiciel-là. Ça va être, en fin de compte, d'aller dans Retouching. Mais tu vas voir qu'il y a un souci. Dans notre cas présent, il y a un souci. Parce que le problème qu'il a eu, c'est dû à un mouvement de vent. Et donc, même si ici, je pourrais très bien dire, ben, mon gars, tu vas aller prendre le 15. Donc, voilà, tu vas me prendre ça. Et ici, je vais utiliser la brosse et je vais peindre dessus. Et tu vois l'aperçu là. Le problème, c'est que si je peins là, regarde ce qu'il va me chercher. La branche n'est pas au même niveau entre les deux prises. Et du coup, je vais peindre sur les rochers avec le flou que tu peux voir sur la partie gauche. Et donc, ça peut sûrement marcher dans certains cas quand tu n'as pas de vent et que tu aperçois que le programme a eu du mal à trouver vraiment les différents plans.
Là, quand c'est des questions de vent, honnêtement, je préférerais supprimer la branche depuis après coup dans Photoshop au moment du développement. Voilà. Donc là, je vais pas le faire. Je vais revenir dans Rendering. Et on va garder ça et on va pouvoir voir, on va sauvegarder. Alors pour sauvegarder, on va cliquer ici et j'avais choisi en DNG, donc tu peux apercevoir que c'est un DNG. On va être dans le même répertoire et tu vois qu'on a une nomenclature qu'on peut paramétrer dans les préférences, là qui est constituée de la date et puis des paramètres qu'on a utilisés pour le rendu, à savoir un rayon de 50 et puis la méthode B et puis un adoucissement à 4. Voilà. Donc je vais sauvegarder. Ensuite, il va me dire, bah, tu vas fermer cette fenêtre-là et tu vas te retrouver à avoir ton image dans Lightroom. Donc là, ça prend un petit peu de temps à générer ça. Encore une fois, normalement, je n'ai pas... et ça prend beaucoup moins de temps quand je le fais, quand j'enregistre pas mon écran, quand j'ai pas Photoshop de lancer, etc. Donc là, je clique sur OK. Je peux fermer donc cette application-là. Oui, je ferme. Et là, je reviens donc dans Lightroom. Et là, le fichier qu'il m'a généré, eh bien, il est ici, voilà. Donc, comme Lincoln avait une couleur rouge, je te propose de mettre le rouge, voilà. Et ce qu'on va faire, eh bien, on va comparer les deux fichiers. On va faire comparer, voilà. Donc, on a à gauche, on a Lincoln, à droite, on a le rendu de Photoshop. Et afin de mieux voir les différences, je te propose même de revenir dans le développement. Et puis, je vais sélectionner donc les deux synchronisés, et puis je vais augmenter l'exposition là sur les deux. Voilà. Juste pour qu'on puisse mieux voir dans tous les détails. Voilà. Comme ça. Maintenant, je reviens dans Comparer. Et on se retrouve donc à avoir nos deux images. Alors, regardons donc ce qu'on avait au niveau de cette branche. Ben, tu t'aperçois que au niveau de la branche, c'est quand même beaucoup mieux le traitement qu'il a fait. Alors, on pourrait même aller au-delà. Allez, tiens, zoomons un peu plus, comme ça, là, voilà. Donc on voit que dans Lincoln, la branche, eh bien, certes, elle est floue, on aurait aimé qu'elle soit nette, mais au moins, si je dois la retirer, ça va être plus simple. Tu t'aperçois que le travail qu'a fait Photoshop, ici, il a eu vraiment du mal. C'est un peu comme quand tu fais du HDR et que tu as du ghosting. Tu sais, c'est des éléments qui auraient bougé entre tes différentes prises, et donc tu te retrouves à avoir après à gérer, à faire du nettoyage. Lightroom arrive à gérer autant bien que mal, Photoshop généralement arrive à le gérer autant bien que mal. Là, clairement, il y a du problème. Tu te rappelles quand je t'ai dit qu'il y avait une différence entre avoir un fichier DNG qui est généré à la suite de l'empilement et avoir un fichier TIFF généré à la suite de l'empilement? Eh bien, regarde la différence ici. J'ai appliqué le même développement aux deux. Hein. Tu m'as vu bouger en faisant la synchronisation des traitements sur les deux fichiers. Regarde ce bleu-violet que l'on a à l'arrière. D'où est-ce que ça vient, ça? Eh ben, c'est assez curieux. Voilà, c'est assez curieux que l'on ait ça. Regarde, donc, continuons les différences. Regarde cette branche-là. Photoshop, il est allé nous chercher un truc ici, nous a appliqué une drôle de couleur assez bizarre. Si on continue là, tu t'aperçois que... Allez, on va zoomer même davantage. Regarde cette fougère-là. Là, il a eu du mal avec la fougère à gérer. Celle-ci, elle est relativement propre. Il n'y aurait rien à faire à la limite là-dessus. Si on continue... Là, au niveau de cette fougère-là, bah, c'est peut-être pas, il a eu du mal aussi à détecter l'arrière, mais c'est quand même plutôt pas mal. Là, je trouve que, bon, c'est pas du plus net, hein, c'est quand même pas du plus net. On remarquera d'ailleurs qu'avec Photoshop, le fait qu'on n'ait pas recadré, il y a un paramètre dans Lincoln qui dit, est-ce que tu veux que je recadre les bords? Parce que quand tu vas faire du focus stacking, j'en avais déjà parlé, on a ce que l'on appelle du focus breathing. C'est-à-dire que tu as beau ne pas changer la focale, et bien en changeant le focus sur certains objectifs, sur la majorité des objectifs, en fin de compte, tu vas avoir la focale qui va légèrement changer. C'est pour ça qu'en anglais, on parle de focus breathing, qui est en fait le souffle de mise au point. Et donc, du coup, c'est pour ça que toutes ces photos, ces images n'ont pas la même largeur. Et donc, comme on n'a pas recadré après, on se retrouve à avoir du flou sur la bordure ici. Donc ça, c'est normal. Si on continue notre périple, regarde ici. Il a eu un petit peu de mal, Lincoln, quand même. Mais bon, c'est relativement propre et relativement facile à retravailler. Là, tu t'aperçois que dans Photoshop, ça va être pas mal de boulot ici à la sortie. Et puis, une autre chose qu'on peut remarquer, c'est dans l'eau. Regarde. Il est allé nous choper ça, qui n'avait rien à voir à cet endroit-là, par rapport au traitement relativement net que l'on a dans cette eau ici. J'ai rien à faire dans l'eau ici de Lincoln. Dans celle de Photoshop, il y a plein de parties ici qui seraient à revoir. Voilà. Donc voilà la différence.
Donc voilà cette solution des Lincoln. Alors maintenant qu'on a vu ça, j'espère que ça t'intéresse. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Est-ce que c'est une solution que tu vas tester ou est-ce que tu connais déjà d'ailleurs? Ou est-ce que tu en as une autre? Si tu as une autre solution, ben, donne-la moi, voilà. Et puis Patrice, j'espère que tu as vu cette vidéo et que tu m'as donné le lien ou le nom du logiciel que tu utilises pour faire tes empilements de macros. Voilà, je ne sais pas si c'est la même chose. Quand on va sur le site de Lincoln, on s'aperçoit que la majorité des utilisateurs font de la macro. Il y a des photos images qui sont quand même des photos d'exemples qui sont quand même très très sympas. Il faudra que j'essaye justement avec du focus bracketing pour faire de la macro. Je pense que ça pourrait être très très intéressant, mais comme tu fais vraiment de la super macro, je me demande à quel point ça va être facile après de travailler sur ces clichés là. Donc ça c'était les photos pour te montrer vraiment la grosse différence entre les deux. Maintenant regardons les fichiers d'aujourd'hui. Alors les fichiers d'aujourd'hui, eh bien les voici. Au total on avait tous ces fichiers là, les photos qu'on a prises individuellement au début, et puis à chaque fois que tu vois la main, c'est les différentes séries. La première série qu'on a faite d'ailleurs, c'était la série pour aller le plus rapide possible pour figer notre eau. Si je regarde par exemple là, on voit qu'on s'en est bien sorti, on a bien figé l'eau. C'est peut-être, est-ce que c'est d'ailleurs celle-là? Voilà, c'est celle-ci, où on était à 12 800 pour pouvoir avoir le 1/640e de seconde. Alors, on sait que cette photo-là, elle était pour la partie sombre. Ensuite, on a fait une autre série qui était pour les parties claires. Voici. Et là, donc du coup, il a fallu descendre notre vitesse. On a baissé notre vitesse, on est allé à 1/80e et on a descendu aussi les ISO à 1/4 millième afin d'avoir une meilleure qualité d'image. Et ensuite, on s'est dit, pourquoi pas avec justement le polarisant. Le problème, c'est qu'avec le polarisant, ça allait nous coûter donc en luminosité. Et on s'est retrouvé à avoir cette série-là, où on était toujours à ISO 4000, toujours à f2.8, mais à ce moment-là, on est passé de 1/80e à 1/40e de seconde. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Eh bien, je suis allé avec un Lincoln, j'ai généré donc les empilements de la version avec le polarisant et la version avec ultra rapide. Et ça m'a donné quoi? Eh bien, ça m'a donné ça. Voilà. On a donc ces deux fichiers là, ces deux fichiers-là qui sont des DNG. Voilà, les deux sont des DNG. À partir de ce moment-là, ce que j'ai fait, eh bien, c'est que j'ai travaillé dessus. J'ai commencé à travailler dessus sur la version lumineuse de la photo, puisque c'est celle qui m'intéresse le plus. L'autre, je le répète, va me servir uniquement pour l'eau, ensuite pour faire un composite des deux. Alors, si on regarde cette version-là, on va dans le développement, ce que tu vois là, c'est la version telle que je l'avais au départ, donc au sortir. Mais les couleurs me plaisaient pas, honnêtement. Comme ça, je t'ai parlé d'impression, de sentiments, de scènes tropicales, etc. Donc pour moi, il fallait absolument travailler sur sur la couleur ici, travailler également sur le cadre, voilà. Dans la vidéo, dans la première partie, je t'ai parlé de faire en 16/9 et en fin de compte, j'ai réalisé que je ne voulais pas faire un 16/9 ici. J'aimais vraiment cette composition que j'avais déjà trouvée avant de passer dans les Lincoln. Ici, quand j'ai fait tous les traitements, voici ce que j'ai obtenu. Alors, comment je m'y suis pris? Quand on regarde sur la droite, dans les panneaux, tu t'aperçois que dans les panneaux des détails, ici, je suis à 0, je suis à 0 ici. Pourquoi? Parce que j'avais déjà fait le traitement de détail et de netteté dans, en l'occurrence, DxO. Donc ici, je n'ai pas besoin des valeurs par défaut. Donc c'est pour ça qu'ici, il t'indique comme quoi j'ai fait un traitement. Oui, j'ai supprimé le traitement par défaut des détails de Lightroom. Ensuite, l'étalonnage. C'est vraiment ce panneau-là qui m'a fait tout le plus gros du travail. Parce que regarde, si je clique là-dessus, voilà ce qu'on avait avant, voilà ce qu'on a maintenant. L'étalonnage, c'est un panneau assez complexe, c'est un panneau que très peu de personnes en fin de compte utilisent parce que les gens ne le comprennent pas. Et en fait, quoi il s'agit? C'est un panneau qui va nous permettre de prendre la main un petit peu sur
un petit peu sur le profil, si tu veux, est utilisé par le logiciel pour interpréter toutes les couleurs. Donc on prend la main dessus et on lui dit comment on veut gérer telle teinte, c'est-à-dire en fin de compte comment on veut que les verts, tu vois, tu as donc le rouge, le vert et le bleu, comment est-ce que tu veux que la teinte de bleu passe d'une tonalité un peu plus tia par rapport à un bleu plus profond, à quel point tu veux la saturation, etc. Et idem pour le vert et pour le rouge. Et ça donne des résultats assez intéressants, ça prend du temps, je trouve, à chaque fois que je rentre dans ce panneau-là, ça prend quand même pas mal de temps à trouver la teinte. Je t'avouerai que j'ai passé énormément de temps à trouver la couleur qui m'intéressait pour obtenir ça. Alors une fois que j'ai fait ça, on avait les détails, ensuite il y avait le TSL. Alors le TSL, j'y suis rentré, tu vois, mais il n'y a vraiment pas grand chose, c'est très très léger et je crois d'ailleurs que ça fait pas grand chose puisque au niveau de la teinte ici, d'avoir pousser les rouges vers les rouges plutôt que de l'orange et que l'orange le poussait plus vers le rouge que vers le jaune. Voilà, c'est principalement ça et tu vois que la saturation, je l'ai un petit peu baissé donc on voit vraiment pas trop la différence, surtout qu'après je vais passer en local. Le réglage de base, eh ben, il n'y a pas grand chose. Certes, la température ici, la teinte un petit peu, et puis c'est surtout d'avoir augmenté les ombres. Tout le reste du travail a été fait par les masques ici. D'ailleurs, tu vois, si on avait ça, voilà tout ce que me fait mes masques qui est assez important. Alors, le premier masque, ça va être celui-ci. Ce premier masque-là, ça a été à ce niveau-là, assombrir la partie que l'on a là. Et ça a été fait avec une brosse et puis avec des plages de luminosité. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier. Ensuite, le deuxième, ça a été ici pour assombrir cette partie-là. Hein, tu vois ce que ça fait. Voilà, c'était pour réduire un petit peu la luminosité, comme j'aime bien le faire. On va revenir en arrière. Voilà, je voulais pas le cacher. Le 7, celui-ci, eh bien, tu vois qu'il n'a pas l'air de faire grand chose, mais en fait, il faut regarder ici sur le coin à gauche. J'avais envie de faire ressortir la couleur que l'on avait sur cette fougère ici. Donc, hop, c'est pas celui-là, autant pour moi, c'est celui-ci. Voilà, tu vois que ça joue là-dessus. Ensuite, le 1, là, c'est plus une sorte de vignettage hein, que j'ai appliqué, tu vois, et peindre un peu plus. Vraiment du burning un petit peu là, dans tout ça. Ensuite, le masque 2, ici, ça a été pareil, c'est du burning, mais un peu plus localisé sur la partie droite. Et puis, le masque 3, alors le masque 3, pareil, en fait, c'est l'idée d'avoir une lumière qui viendrait ici de ce triangle-là et qui va nous éclairer par là. Je m'aperçois que j'ai désactivé le 3, donc je le réactive. Le 4, tu vois que c'est pareil, c'est sortir, assombrir certaines parties, encore une fois. Le 8, ici, c'est assombrir donc ce coin-là, pour que vraiment on se focalise sur la partie devant. Et une fois que j'ai fait ça, en fait, alors je vais supprimer ce qu'il y a au-dessus quand même. Hein. Voilà, hop, supprimer ça. J'ai fait une synchronisation sur la deuxième image, c'est-à-dire celle-ci. Voilà, et c'est comme ça qu'on se retrouve ici. Et puis, en fin de compte, j'ai augmenté la luminosité parce que c'était pas, on savait que l'exposition au départ n'était pas la même puisqu'elle était plus sombre et donc j'ai fini par arriver jusqu'ici, voilà. Afin que quand je mets les deux fichiers côte à côte et qu'on se focalise sur la partie de l'eau, on arrive au même niveau de luminosité. Voilà, tu vois que c'est à peu près la même chose. Alors, quand je suis arrivé à ce niveau-là, je me suis dit, tiens, je vais tester quelque chose de nouveau qu'il y a dans Photoshop, enfin du moins dans Lightroom, qui permet en fait d'exporter nos images, non pas en tant que calque dans Photoshop, ça c'est pas nouveau, mais de le faire en tant qu'objet dynamique en même temps dans un même document. Et donc j'ai fait ça, et on s'est retrouvé à quoi? On a retrouvé ça. Voilà notre document. Alors, l'intérêt d'avoir les objets dynamiques dans Photoshop, j'en ai déjà parlé dans la formation de Photoshop, je vais essayer de ne pas être trop lent dans ce qu'on va dire là maintenant, puisque j'ai déjà couvert tout ça dans le cours spécifique à Photoshop. C'est le guide pratique pour Photoshop pour les photographes. Si tu as envie de voir de quoi il s'agit, il plaît à beaucoup de gens, c'est un best-seller vraiment ce cours-là. Je t'invite à cliquer là-dessus et à aller voir les témoignages et le contenu de ce cours-là. Je pense que tu vas apprécier si tu ne l'as pas déjà. Alors, on a ça. L'avantage que l'on a ici, par exemple, eh bien, c'est que si j'ai envie de retravailler les couleurs, eh bien, je peux très bien double-cliquer sur cet objet dynamique ici.
et tu t'aperçois que c'est la version longue, donc la plus exposée, et j'ai tous les paramètres ici, je peux même revenir sur mes calques et les modifier, etc. Donc voilà l'intérêt d'avoir les objets, l'objet dynamique ici. Donc tu peux travailler dans Lightroom à l'intérieur de Photoshop grâce à Camera Raw. Voilà, donc ça c'est pratique. Ça, c'est le premier. Le deuxième, il est là, voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est uniquement cette eau, donc d'où le masque de fusion qu'on a sur la droite. Là, il est désactivé. Si je l'active, eh bien, tu vois qu'il nous garde que l'eau et tout le reste. Alors, je le refais au cas où. Tu vois qu'il nous garde tout le reste, voilà. Ensuite, j'ai fait du nettoyage. Et Dieu sait que j'ai fait beaucoup de nettoyage ici. Le premier, le voici. Ah, c'est quand même pas mal la différence, vraiment, vraiment pas mal. Alors, si tu te demandes pourquoi j'ai voulu retirer les parties blanches en haut, bah, tout simplement parce que je voulais pas que ça attire trop l'œil. Voilà, c'était le problème. La photo, je l'aimais tellement que je me suis dit, il faut que je l'imprime, et j'avais pas envie que cette partie-là, j'ai envie que ça reste la partie la plus claire, mais j'ai pas forcément envie d'avoir ce blanc. Le deuxième calque au-dessus, c'est aussi pour faire du nettoyage parce que je me suis rendu compte à quel point cet arbre-là, et petite pensée pour Chavanon, parce qu'on en parlait hier soir justement au Café de l'Avenue sur le fait qu'il n'aime pas retirer des branches, retirer des arbres, etc. C'est la nature quand il va prendre ses photos dans la nature, etc. Mais c'est dans l'animalier, etc. Là, je trouvais que cette photo se focalisait sur le centre, on avait une lecture centrée, et d'avoir cette branche, ce tronc-là, il m'embêtait, voilà. Et que si le tronc n'y était pas, eh bien je trouvais que la photo, elle était mieux, et que si je supprimais ce tronc et que je montrais la photo à quelqu'un qui connaît cette chute d'eau, eh bien il va pas dire, tiens, il manque le tronc. Non, ça ne manquera à personne, voilà. Donc au final, j'ai décidé que mon œuvre méritait de ne pas avoir elle était du moins mieux sans cet arbre-là, du coup, je l'ai retiré, voilà. Une fois que j'ai eu ça, eh bien, j'ai pu donc sauvegarder, et donc je me retrouve avec effectivement un TIFF. Seulement, si j'ai envie de travailler sur les couleurs, etc., ben, je peux re-rentrer et travailler sur les couleurs et avoir toute la latitude dont j'ai besoin à l'intérieur de Photoshop. Mais c'est pas exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai sauvegardé en TIFF, je suis allé dans Lightroom et j'ai obtenu ceci dans Lightroom. Alors, si je rentre là, hop, là, ce que tu vois, c'est la version finale. Mais voilà ce que j'avais au sortir de Photoshop. Et au sortir de Photoshop, eh bien, il y avait plein de choses que j'avais envie de changer. J'avais envie de changer, par exemple, au niveau de la couleur, de la luminosité. J'ai fait beaucoup de travail. Et ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Voilà. Donc, ça permettait d'accentuer cette vision de lumière. Là, je vais cacher, voilà, passer tout en noir. Allez, passons en plein écran comme ça pour apprécier davantage. Et voilà ce que l'on obtient. Et comme tu peux voir, pour une photo qui a été prise à 4000 ISO, eh bien c'est quand même pas mal du tout. Et si jamais on allait zoomer tiens, sur l'eau, le temps que ça charge ici, l'eau était prise à 12800 ISO, eh bien c'est quand même pas mal du tout. Voilà, il y a toute la netteté, on est à 200, je crois qu'on est à 200 ici, 200%, c'est quand même pas mal du tout. Non, on est à 100%, je crois, ici. Si je sors du plein format, si je passe, non pas à 85, mais allez, on passe à 200, voilà, pour qu'on voit bien. Regarde la qualité des détails, etc. On les a même à 12800 ici, dans l'eau, dans le bouillonnement, ici, ça c'est les 12800 à cet endroit-là. Donc, tu te doutes bien que, au sortir de l'image comme ça, je t'ai dit que j'allais vouloir l'imprimer. Et là aussi, c'était assez intéressant. C'était assez intéressant parce que normalement, et j'en parle dans le cours de la maîtrise de l'impression, je fais toujours mon épreuvage dans Lightroom, et lors de l'épreuvage, eh bien l'épreuvage me donnait un résultat, même sur le papier que je savais que j'allais utiliser. L'épreuvage, eh bien, il n'était pas si terrible que ça. Et c'est là vraiment que j'adore mon imprimante, j'adore mon papier. En l'occurrence, le papier, c'est Canson, comme d'habitude, et c'est le Platine Rag, c'est-à-dire c'est un papier de type Barita, mais contrairement au Barita, ce n'est pas un papier cellulosé, c'est pas fait à partir de cellulose, c'est fait à partir de coton, comme tous les papiers que j'utilise pour imprimer, et il est absolument superbe, ce papier-là. Et ça a donné quoi? Alors, ça va rien donner ici à te le montrer comme ça, mais honnêtement, c'est de la balle, parce que cette image-là,
Alors, je ne sais pas à quel point tu peux voir les détails ici, mais honnêtement, cette image-là, comme ça sur le papier, elle ressemble à, non, à deux gouttes d'eau, pardon, non pas à ma simulation de l'épreuvage, mais à l'image que tu as ici qui s'ouvre là. Voilà, c'est vraiment le rendu de couleur de cette image si ça voudrait bien charger. Voilà. Donc, je suis absolument ravi du résultat. J'en profite pour faire un petit coucou à Jean-Luc. Jean-Luc, j'espère que tu regardes cette vidéo. Je vais te répondre à ton email et puis je vais te mettre le lien vers cette vidéo pour pas que tu la manques, puisque justement, Jean-Luc, c'était lui qui était avec moi pendant le stage. Ce n'est pas la photo en question, mais on l'a prise au même endroit et donc il reconnaîtra les lieux. Donc voilà cette photo. Donc je suis vraiment satisfait du résultat, de toute cette de tout ce parcours, de tout ce procédé. Je t'avouerai que j'ai mis à peu près quand même une bonne semaine entre la première partie, entre le fait d'essayer de bien comprendre le fonctionnement des Lincoln des résultats, etc. pour produire cette vidéo. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Dis-moi tout ça dans un commentaire. Qu'est-ce que tu en penses, aussi bien de l'image que de la vidéo? Et j'espère que d'être reparti sur le terrain, ça te fait plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir aussi. Ça fait un petit bol d'air maintenant que la météo le permet. Et puis, il va y en avoir bien d'autres, je te le garantis, d'ici avant le mois de juillet déjà. Voilà. Donc, n'oublie pas un commentaire, ça fait toujours plaisir. Des détails dans l'article blog pour retrouver cette image pour un petit peu mieux la voir. Et en attendant, la prochaine fois, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien, fais comme notre ami Yann. Yann, qu'on a perdu beaucoup trop tôt. Capture-le. Cheers.